heureuse de vous retrouver sur la chaîne de Bonheurs Anonymes pour poursuivre nos rencontres de mentors morbihanais. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Nathalie Créja-Largouët, une mère, une femme vivante et créative, pleine de désir d'accompagner les autres et elle-même, qui habite à Belz. Réussir sa vie pour elle, c'est apprendre à se libérer. Bonjour Nathalie, bienvenue à toi. Bonjour Sandrine. Alors Nathalie, peux-tu nous dire qui tu es, s'il te plaît? Alors, qui je suis? Oui, c'est une vaste question. Alors, je pense que pour essayer en tout cas de vivre au mieux ma vie de femme, je vis cette vie de femme à travers mes désirs que j'écoute et que j'exprime par exemple, des choix professionnels que j'ai dû faire dans ma vie qui répondaient vraiment à un besoin de me transformer. Et c'est passé, et ça passe toujours depuis plusieurs années par le fait d'accompagner d'autres que moi hein, dans leur cheminement. Et pour ça, ben, j'utilise différents médias dont un qui me passionne et qui m'a beaucoup parlé, en tout cas concernant mon histoire, c'est le travail du transgénérationnel, donc à travers la compréhension de l'histoire de chacun, qui peut donc l'histoire de vie du système familial. C'est regarder un petit peu quand une personne vient me consulter, comment elle se sent, où se trouvent les troubles, et parfois on peut les repérer par exemple, des deuils qui n'ont pas été travaillés au niveau du transgénérationnel et qui se répercutent hein, et qui continuent à se manifester par des problématiques actuelles. Donc, c'est tout un travail de libération et pour ça, je vais utiliser par exemple la sophrologie, l'hypnose, pour désengorger en quelque sorte des nœuds émotionnels. Voilà un peu comment je procède. Voilà, après, il y a d'autres choses qui peuvent venir, mais donc c'est un peu comme si j'avais une boîte à outils que j'utilise et que j'adapte en fonction des personnes qui viennent me consulter. Très bien, ça a l'air très vaste. Merci beaucoup Nathalie. Dis-moi, quand tu avais 16 ans, comment est-ce que tu voyais ton avenir à l'époque? Alors, je crois que j'avais de grandes difficultés à me projeter parce que je devais répondre à des priorités du présent. Donc, c'était difficile pour moi de me projeter. C'était relié à un système familial un peu insécure. Donc, déjà, des choses commençaient à se mettre en place. Euh, En même temps, j'étais quand même attirée à l'âge de 16 ans parce que j'ai toujours dessiné. J'aime beaucoup dessiner. J'étais quand même dans une quête, je crois, même si j'en avais pas vraiment conscience. Donc, je m'intéressais un peu à l'ésotérisme, à l'astrologie. Voilà, j'étais en quête. Et c'est vrai que les livres étaient pour moi aussi des guides pour avancer. Voilà, donc j'étais aussi une jeune fille assez secrète, même si je pouvais paraître enjouée. Ça ne se voyait pas en fait, mais donc j'avais un monde intérieur assez riche. D'accord, merci. D'accord, merci. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Alors, ce qui me rend heureuse aujourd'hui, c'est toujours en fait la qualité de la présence dans la relation, que ce soit être présente à moi et puis aussi présente aux autres. Je recherche vraiment l'authenticité en fait dans la relation à l'autre. C'est quelque chose d'essentiel. Voilà, donc ça me rend vraiment heureuse. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est pouvoir m'émerveiller devant la beauté, par exemple, de la nature. Je suis toujours, toujours intriguée de découvrir, voilà, parce que plus on observe, ou en tout cas plus j'observe, plus je regarde et plus je découvre de nouvelles choses. Donc, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me rend heureuse. C'est en fait juste d'observer la vie. Et puis, ben, j'aime aussi beaucoup rire, j'aime écouter de la musique, j'aime danser. Euh,
c'est un peu comme ce qui me rend heureuse, c'est peut-être aussi parce que je connais des choses de moi qui ont été aussi bouleversées, un peu plus complexes. C'est de savoir aussi saisir le moment, la grâce de l'instant et d'en profiter pleinement parce que c'est quelque chose qui passe, quoi. C'est vraiment, et c'est le plaisir de me sentir contentée, donc d'être contente. Je ne sais pas si je suis claire dans la façon dont je le dis, mais c'est, voilà, et de pouvoir le partager parce qu'on sait très bien que c'est quelque chose qui file, et donc pouvoir saisir cet instant, de pouvoir en profiter, ça c'est quelque chose qui peut me rendre oui, très, très heureuse, et de pouvoir le partager. Voilà. Est-ce qu'avant ça, tu as dû être confrontée à des obstacles ou des épreuves en particulier qui ont pu t'aider à avancer, à arriver là où tu es maintenant? Je crois qu'il y en a des tas. Et qu'à chaque fois, bien sûr, c'est l'occasion, ça a été l'occasion pour moi de progresser à différents niveaux de mon être. Donc les obstacles sont aussi nécessaires parce qu'on apprend aussi de soi à travers l'adversité parfois. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un obstacle qui a été assez parlant dans mon histoire, puisqu'à l'âge de 17 ans, je n'étais plus chez mes parents. Donc, ça m'a demandé aussi, du coup, euh, c'est un défi, hein, et ça m'a demandé de relever, en fait, ce défi. Et du coup, de me découvrir par la force de cet événement et puis des conséquences que ça a eu. Donc, je pense que ça a été un événement, en tout cas, assez marquant dans mon histoire et qui est toujours présent, mais plus douloureux. C'est-à-dire que ça a été en même temps, bon, c'était une opportunité aussi de me libérer. Le système était complexe, le système familial. Donc, et découvrir aussi, oui, d'autres pans de moi à travers cet obstacle marquant. C'était confrontant et libérateur. Oui, oui, oui. Alors aujourd'hui, pour toi, c'est quoi réussir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Alors, tout d'abord, je pense que c'est différent pour chacun de nous. Voilà. Et que sinon, il y aurait une méthode, une sorte de mode d'emploi de la réussite, ce que peuvent proposer par exemple de grandes écoles. C'est un exemple, hein. Parfois, il y a des personnes qui en font un vrai business. Hein, voilà, parce que on aurait tous envie d'y croire. Hein. Ce serait si simple. Donc, en ce qui me concerne, réussir ma vie, ça passe par le fait de me sentir libre, donc de faire en sorte de me libérer, que ce soit de croyances qui sont devenues inutiles ou même de comportements qui n'ont plus lieu d'exister, même si à un moment donné, ils ont été nécessaires, ils ont pu être des protections, des croyances aussi peuvent être des protections. Donc savoir les dépasser, les remplacer peut-être par d'autres choses, toujours dans cette idée d'évolution et donc toujours dans cette idée de me libérer, parce que je suis quelqu'un qui est en quête d'évolution. C'est-à-dire que j'aime beaucoup cette idée de pouvoir évoluer, et que jusqu'à mon dernier souffle, de toujours rester dans cette conscience que tout bouge, que ce soit la perception par exemple de notre corps, de nos pensées, de tout ce qui est à l'extérieur de nous aussi, et que le perpétuel mouvement, c'est aussi une occasion d'observer ce que ça génère en soi, ce que ça génère aussi à l'extérieur. Et donc je me vois un peu comme aussi une observatrice. Je suis à la fois à l'intérieur et à la fois en train d'observer un peu le phénomène. Voilà, donc c'est une façon aussi peut-être d'avancer quand il y a des choses qui sont un peu plus compliquées, de prendre en fait de la distance aussi. Hein.
c'est peut-être ça, pour moi en tout cas, réussir ma vie. Ça n'enlève pas les obstacles, ça les aide à les traverser autrement. Oui, c'est ça. C'est le regard qu'on en a, puis la façon dont on peut être résilient face à eux, dont on peut être agile. Oui, exactement. Oui, c'est une question d'agilité, c'est ça. Oui. Alors, quel sentiment te procure l'accompagnement que tu proposes aux autres, ce que tu apportes aux autres, qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur de toi? Ce que ça me fait, ça me donne le sentiment d'être pleinement humaine. Mmh. Et parce que ça passe par le fait d'être présente, d'être au bon endroit ou peut-être au bon moment. Et je dirais même que c'est de l'ordre du sacré. Ce que ça me fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je le vis vraiment comme, comme oui, parce que j'apprends aussi des autres. Donc, et de pouvoir accompagner quelqu'un d'autre que moi, c'est aussi me, me mettre en relation avec mon humanité, l'humanité de l'autre, et puis ben, l'humanité voilà, en général. Donc, c'est, oui, c'est ce que ça me procure. Et, et en même temps, c'est quelque chose qui demande de toujours, parce que c'est aussi un vrai travail en réalité, parce que c'est pas toujours évident. Donc c'est un vrai travail que de veiller toujours à rester ajusté. Euh, voilà, d'écouter en quelque sorte mon balancier intérieur euh, qui me demande en fait de toujours rester à l'écoute de moi, de ce qui se passe. Donc, et je me sens de cette façon aussi reliée au monde, reliée à l'univers, reliée à ce que chacun peut imaginer. Donc, c'est aussi une place que je vis avec beaucoup de profondeur. Je dirais que c'est presque spirituel, dans le sens spirit qui donne du sens. Ça donne beaucoup de sens aussi à mon existence, je crois. Oui, c'est intéressant. On voit bien quel impact ça a sur toi et quelle importance ça peut avoir. Oui, Du ouais. coup, j'imagine que, enfin, tu vas nous dire, mais est-ce que tu as le sentiment de réussir ta vie, du coup, en accompagnant les gens comme ça? Alors, entre autres, bien entendu, puisque ça ne passe pas que par mon travail et heureusement. Donc, je ne sais pas si j'ai le sentiment de réussir ma vie, mais en tout cas, je pense que je suis sur un chemin sur lequel je sais marcher, je me sens aussi marcher, sur lequel je me sens euh, à l'aise avec les bonnes chaussures. Donc, je pourrais même dire que je me sens à l'aise dans mes baskets, dans mes pompes, quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est un sentiment, en fait, aussi un sentiment intérieur. Donc, euh, en tout cas, en ce moment, voilà comment ça se passe. Donc, et je veille à me sentir toujours à l'aise dans mes chaussures. Sinon, bah, je change de chaussures ou je change de chemin. Et ça rejoint la confiance en soi, c'est voilà la confiance que tu as dans ce que tu fais et dans ce que tu sais faire. Euh, Oui. Si on peut faire un aparté, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être comment tu as pu acquérir cette confiance? Je pense qu'elle passe par l'expérimentation. Donc, ce sont des expériences et je regarde, j'observe ce que ça génère en moi, ce que ça provoque en moi. Donc, voilà, c'est Donc être en action et regarder ce que ça nous fait. L'action à la ouais, réflexion. oui, 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 c'est même un principe de vie. C'est l'action, c'est le mouvement. La cellule, une cellule reste toujours en mouvement. Donc, le fait d'être toujours dans ce mouvement, mais c'est un mouvement, je vais dire, presque
déchargée de force. C'est quelque chose qui roule, quoi. Je ne sais pas si c'est très clair la façon dont je l'exprime, mais oui, c'est un sentiment d'être bien, de sentir que ça circule. Voilà, c'est ça, être. C'est facile, tout passe. Ouais, voilà, oui. Quelle qualité as-tu pu développer pour cultiver ton bonheur, Nathalie? Alors, je pense que c'est l'enthousiasme. Que j'ai une grande capacité à m'enthousiasmer. C'est vraiment quelque chose qui peut-être fait partie de moi. Ouais, c'est quelque chose de très fort. C'est un peu comme le font les enfants en fait. Hein. Et j'essaie en fait d'assumer mes responsabilités d'être humain, hein, qui parfois peut être aussi parfois peser, hein, tout en gardant en fait cet état d'esprit. Voilà, j'aime prendre le temps de pouvoir oui, prendre du plaisir, découvrir. C'est quelque chose que j'ai développé, mais qui, je pense, aussi fait partie de quelque chose que je porte en moi. J'ai vécu des expériences par le travail personnel que j'ai pu faire. Et par exemple, j'ai vécu une expérience, je ne sais pas si tu connais euh, la respiration holotropique. C'est une technique en fait qui passe par des rythmes musicaux qui créent en fait une sorte de transe hypnotique et qui permet en fait d'aller dans des endroits de nous, des endroits auxquels on n'aurait peut-être pas accès en conscience ordinaire. Et j'ai vécu une expérience qui m'a vraiment je sais pas, en tout cas, c'est une trace qui reste en moi, où je me suis vue et sentie bien avant de venir au monde. C'est-à-dire que j'étais encore dans une perception, un peu peut-être que c'était mon âme qui demandait en fait à venir au monde. Et j'éprouvais une joie, mais phénoménale à venir au monde. Et ce qui est amusant, c'est que je suis née le jour de la Sainte Félicité. Donc, ça m'amuse beaucoup. Voilà, c'est la petite histoire. Mais je pense que vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de la joie qui me porte et que j'essaie aussi d'entretenir. Bien sûr, comme je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, mais je peux parfois aussi éponger. Alors ça va un peu mieux parce qu'aujourd'hui, je suis grande, je reste sensible, mais en tout cas, j'essaie aussi de me protéger de ceux qui restent encore un peu assombris et qui pourraient en fait, moi je les appelle les rabat-joie, qui pourraient venir peut-être venir chercher cette joie qui est là. C'est vraiment la joie de l'enfant. C'est un peu moi, c'est quelque chose qui m'émerveille, c'est par exemple de voir les tout petits, les tout petits bébés, quand ils commencent à marcher, et le plaisir de découvrir à travers les pas, de pouvoir partir à l'aventure avec de la joie. C'est l'émerveillement, c'est vraiment quelque chose et avec beaucoup d'enthousiasme. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye d'entretenir, un peu comme si j'entretenais la joie de cette petite fille qui est en moi, c'est l'enfant, hein, l'enfant intérieur, et voilà, de le faire vivre et, et pour toute ma vie en fait. Et j'espère bien pouvoir le faire très très longtemps. Et je me vois voilà, très vieille et j'espère garder en tout cas cet enthousiasme et de ne pas prendre le goût de l'amertume. Les tout petits n'ont pas encore ce goût pour l'amertume. Hein. Et donc voilà, j'essaie de m'en protéger, même si parfois, voilà, ça fait aussi partie des sentiments qui peuvent s'installer, qui peuvent du coup aussi parasiter. Et donc de ne surtout pas entretenir l'amertume. Ouais. Alors, tu nous en as cité un à travers une musique assez spécifique, mais peut-être qu'il y a un autre outil que tu pourrais nous partager qui t'a aidé dans la vie?
Oui, un outil que j'utilise en fait dans mon activité professionnelle, mais qui est au fond une capacité que nous avons tous en nous, hein, une capacité à pouvoir se mettre dans des états de conscience que certains appellent modifiés, d'autres élargis, et qui nous permettent en fait vraiment de découvrir d'autres d'autres zones, d'autres sphères de nous-mêmes. Et voilà, ça c'est un outil précieux quand on sait l'utiliser parce que il nous donne accès en fait à notre imaginaire, même si parfois l'imaginaire peut être parasité par des peurs et donc on peut se créer aussi des mondes qui peuvent inquiéter, qui peuvent être inquiétants. Mais quand on sait l'utiliser, on peut créer vraiment un imaginaire porteur. Et donc, c'est ce qui peut aider aussi à avancer dans la vie. Donc ça, c'est un outil précieux. Et, euh, et donc, cette puissance de l'imagination, en fait, si elle ne se transforme pas en une sorte de quête illusoire, c'est une vraie ressource. Et c'est une ressource que je peux mettre, par exemple, dans l'écriture, dans la peinture, mais aussi dans mon travail en étant créative, parce qu'à chaque fois, c'est une adaptation, puis en aidant du coup l'autre aussi à devenir créatif de sa propre vie. Mais alors, cet état de conscience, comment est-ce que tu arrives à l'atteindre? C'est la méditation? C'est quelque chose comme ça? Alors, on peut y accéder de différentes manières. C'est l'état que l'on peut avoir, par exemple, quand on commence à s'endormir, quand on est un peu comme dans un état cotonneux, voilà, ou le matin quand on se réveille. Donc, c'est un état dans lequel on peut se sentir dans un profond bien-être corporel. Et du coup, ce bien-être corporel nous donne la possibilité d'avoir accès plus facilement à d'autres endroits de nous. Voilà, parce que parfois, hein, effectivement, la réalité du corps, le corps qui peut aussi parfois, que l'on peut écouter que quand il fait mal, par exemple, hein, pour certaines personnes, ça peut être, et ça peut devenir problématique. C'est vraiment un outil qui peut vraiment nous aider à nous transformer, et que j'utilise parce que j'accompagne depuis de nombreuses années des personnes malades, euh, que ce soit dans le cadre de traitements en chimio, par exemple, mais aussi en soins palliatifs, hein, parce que ça c'est quelque chose que je mets en œuvre depuis de nombreuses années. D'ailleurs, j'ai obtenu dernièrement un DU en soins palliatifs. Et donc, ces modes d'action, donc en passant par la conscience modifiée, aident vraiment à pouvoir transformer, à pouvoir en tout cas se sentir mieux. Voilà, c'est un peu l'objectif. Après, c'est aussi une adaptation, c'est-à-dire que moi, je vais guider les personnes en fonction aussi de ce qu'elles, de leurs besoins. Très bien. Dis-nous, Nathalie, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, des citations qui t'inspirent? Alors, je vais revenir, c'est peut-être que je tourne un peu en boucle, je ne sais pas. Le vivant m'inspire. Je suis fascinée par les qualités d'adaptation en fait, du vivant à son environnement, que ce soit pour son bien comme pour sa perte. Parce qu'il y a ça aussi, parfois. Et c'est ce qui peut créer aussi des comportements d'agressivité, de violence, parce qu'en fait, ce sont des tentatives hein, d'adaptation pour rester en vie. Donc parfois, ça peut être extrêmement, oui, extrêmement violent. Mais donc pour revenir donc à ta question, donc qu'est-ce qui m'inspire ou les personnes qui m'inspirent, ben, je pense que c'est toutes les personnes qui m'entourent, que je rencontre, mais ça peut être effectivement mes filles, mon mari, oui, voilà, donc les personnes qui me sont chères
mais en même temps, chacun a ce potentiel, hein, en réalité, hein. Et à partir du moment où il ose être lui-même, il devient inspirant en réalité. Et puis pour la citation, c'est plutôt un proverbe qui me guide, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est vraiment, c'est ce qui me porte, quoi, vraiment, depuis toujours. Alors, Nathalie, maintenant, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite accompagner les gens comme tu le fais, accompagner à un mieux-être quel conseil tu pourrais leur donner pour qu'ils le fassent au mieux? Je pense que j'ai pas vraiment de conseils, hein, sauf celui peut-être de faire comme ça lui ressemble. Et moi, je fais comme ça me ressemble en réalité, comme ça me parle, et ça n'a pas vraiment de sens de faire comme quelqu'un, à part quand on ne sait pas qui on est. Et donc, euh, faire comme ça nous ressemble, ça demande de savoir écouter ce qui sonne juste pour soi. Et ça, c'est différent pour chacun d'entre nous. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Y a-t-il une habitude quotidienne qui te personnalise, toi, Nathalie? Alors, je crois que j'ai appris très tôt à me lever tôt. Donc, déjà parce que j'ai eu ma première fille à l'âge de 22 ans. Donc, les enfants, ça conditionne aussi à se lever tôt. Et donc, ouais, mais j'aime beaucoup. En fait, c'est une habitude. Et j'adore me lever avant ou en même temps que le soleil. Ça me donne une impression de puissance de se lever en même temps que le jour, parce que où tout est possible. Voilà, Ouais. c'est comme ça que ça, c'est une habitude. Et, j'ai deux filles et j'ai une de mes filles qui m'a dit que j'avais l'habitude aussi de demander comment elles vont. Ça, c'est quelque chose, voilà, comment elles ont dormi, si elles ont fait de beaux rêves, voilà, de prendre vraiment ce temps du matin. Alors maintenant, comme elles sont grandes, hein, une qui vient juste de terminer ses études et qui aura 25 ans donc en janvier, la plus jeune qui a 20 ans. Donc elles sont, elles bougent, elles sont un peu là, des fois, voilà. Mais en tout cas, quand elles sont là, vraiment, mais c'est une habitude, voilà, de m'intéresser à comment elles sont, comment elles se sentent le matin pour démarrer la journée. De prendre soin. Oui. Alors, maintenant, quelle est la plus belle chose que tu aies pu faire, découvrir ou partager dans ta vie? Cette question, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui m'est venu, en tout cas, qui me vient spontanément, c'est le fait d'être une mère. C'est-à-dire que je suis la femme que je suis aujourd'hui grâce à cette rencontre. C'est-à-dire, je me suis rencontrée dans cette rencontre avec des êtres au monde. Bien sûr que ça n'a pas toujours été évident, mais je me suis toujours émerveillée en fait par leur vie, quoi, par ce qu'elles pouvaient dire. Mes filles, en fait, c'était des cadeaux de naissance de moi, à travers le fait qu'elles viennent au monde. Vraiment, ce sont des rencontres. J'ai beaucoup de chance. Alors, c'est pas la première fois qu'on me dit ça lors d'une interview et du coup, ça me donne envie de creuser. Pourquoi est-ce que tu considères que c'est une chance? Qu'est-ce que ça t'a apporté alors? Ah, parce qu'elles m'ont aidée à grandir. C'est-à-dire qu'à travers elles, par le souci peut-être que j'avais d'elles, à essayer de faire au mieux pour elles, d'être présente, ça m'a aidé aussi à faire au mieux avec moi aussi. Donc à tenter de prendre soin de moi aussi pour elles. Et puis aujourd'hui, je prends soin de moi aussi pour moi, mais c'est vrai que ça m'a mise dans une condition où c'était grâce à elle, en fait, grâce à l'amour que je pouvais ressentir pour ces petits êtres, à faire au mieux. Donc,
elles m'ont aidée à grandir. Mmh. Et à trouver cet équilibre, en fait, c'est ça? Oui, oui, oui. D'accord. Je pense Heu, que c'était, pardon, je pense que c'était un passage nécessaire mmh. parce qu'en fait, on n'a pas toutes besoin de passer par la maternité pour être une femme épanouie, mais pour moi, dans mon histoire, sans le savoir, parce que j'avais pas vraiment, en tout cas quand j'ai eu ma fille, j'ai rencontré mon mari, j'avais 19 ans et j'avais pas j'avais pas le désir en fait d'avoir des enfants. J'étais pas encore là-dedans, voilà. Et puis, ben, en fait, ben, je me suis un peu laissée guider par ce que la vie me proposait. Et donc c'est un vrai cadeau. Voilà. Alors, du coup, à ton tour, après les avoir eus, toi, quel conseil donnerais-tu à un jeune de 16 ans? Tout d'abord, est-ce que lui ressent le besoin de recevoir un conseil? C'est ça, il y a déjà ça. Et puis, et 16, dans les arcanes du tarot de Marseille, ça correspond à la tour Dieu. Et la tour Dieu, bah, c'est un arcane qui est constitué d'une tour. Et la destruction de cette tour est la solution à un problème. Alors peut-être que je lui demanderai à ce jeune ou à cette jeune de 16 ans, tout d'abord, ce qu'il doit déconstruire pour se construire. Voilà, c'est ce qui me vient. Oui, ça parle beaucoup, hein, merci. Mm. Nathalie, quand tu as le moral qui vacille, qu'est-ce que tu fais, toi? Alors, ce qui me vient, c'est peut-être spontanément, ça peut être d'avoir envie d'un câlin, de rechercher de la douceur. Et puis après, la reconnaissance de mon besoin, je peux chercher de l'aide, mais pas forcément de l'aide des humains, mais ça peut être possible, hein, voilà. Mais parfois, je peux demander en fait des signes de mes guides, de mes petits anges, de ceux qui m'accompagnent dans cette vie. Et donc, c'est surtout une recherche de réconfort, tout en sachant que ça passe, que tout passe. Et ça, c'est ce que je sais aujourd'hui. Donc ça donne aussi beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que quand on vit, quand je vis, oui, peut-être de la tristesse ou une émotion qui vient me perturber, bah de savoir qu'elle va passer, de pouvoir aussi l'écouter, parce qu'une émotion, c'est un mouvement d'énergie, bah de laisser circuler, bah ça passe, quoi. Alors, on arrive déjà à la dernière question, Nathalie. Peux-tu nous dire quelle est ta raison d'être, toi? Pourquoi tu te lèves le matin? Cette question, en tout cas, ces deux mots, je trouve que ce sont deux mots qui sont difficilement compatibles. Il n'y a pas de raison à être. C'est la vie qui s'exprime en nous. Et voilà, donc ça n'a pas de raison. Donc aujourd'hui, je dirais que si j'ose les associer, ben, que ma raison d'être, c'est peut-être juste d'exister. Voilà, parce que c'est comme ça que je le ressens. Alors, je ne sais pas si... C'est Voilà. très bien, c'est ta définition, c'est très bien. Alors, on a ajouté depuis quelques émissions, 2 petits bonus pour les personnes qui nous écoutent. C'est un extrait de livre et une œuvre visuelle. Je ne sais pas, est-ce que peut-être tu as eu le temps de rechercher un extrait d'une œuvre qui pouvait te toucher, que tu pourrais nous lire? Alors, je pourrais prendre un passage peut-être de Paulo Coelho, mais je ne sais pas combien de temps tu as. C'est juste sur une page. Oui, c'est ça, Euh, c'est ça. oui, donc je le lis. Alors, en plus, j'ai pas vraiment. Alors, par quoi je pourrais commencer Donc, Le pèlerin de Compostelle, Paulo Coelho.
Et bien sûr, c'est très connu, mais je trouve que ce qui est amusant, en fait, c'est je me suis laissée guider en réalité et je suis tombée voilà, sur un passage. Donc, je prends ces quelques minutes. Vas-y. Lorsque Pétrus a déclaré qu'il allait prendre part à l'exercice avec moi, je me suis soudain sentie indigne de ses éloges. Il connaissait mes failles et plusieurs fois il avait douté de sa capacité à me conduire sur le chemin. J'ai voulu le lui dire, mais il m'a interrompue avant que j'ouvre la bouche. Ne sois pas cruel envers toi-même. Ou alors, tu n'as pas appris la leçon que je t'ai enseignée. Sois gentil. Accepte un éloge que tu mérites. Mes yeux se sont emplis de larmes. Pétrus m'a pris la main et nous sommes sortis. La nuit était anormalement sombre. Je me suis assis près de lui et nous avons commencé à chanter. La musique jaillissait de moi et il m'accompagnait sans effort. J'ai commencé à frapper doucement des mains, tandis que mon corps se balançait d'avant en arrière. L'intensité des battements a augmenté, la musique coulait librement de moi, cantique à la louange du ciel obscur, de la plaine désertique, des rochers inanimés. Bientôt j'ai vu les saints auxquels je croyais enfant, et puis la vie, et que la vie avait éloigné de moi. Parce que moi aussi j'avais tué une grande parcelle d'agapé. Mais maintenant, l'amour qui dévore revenait généreusement, et les saints souriaient depuis les cieux, avec le même visage et la même intensité que lorsque je les voyais enfants. J'ai ouvert les bras pour qu'Agapé s'écoulât, et un courant mystérieux de brillante lumière bleue entrait en moi et en sortait, lavant mon âme et pardonnant mes péchés. La lumière s'est répandue d'abord dans le paysage, puis elle a empli le monde, et j'ai pleuré. Je pleurais parce que je revivais l'enthousiasme. J'étais un enfant devant la vie, et rien, à ce moment, n'aurait pu me causer le moindre mal. J'ai senti une présence s'approcher de nous et s'asseoir à ma droite. J'ai imaginé que c'était mon messager, que lui seul pouvait distinguer cette lumière si forte qui sortait de moi et y entrait et se répandait de par le monde. L'intensité de la lumière a augmenté et j'ai deviné qu'elle enveloppait le monde entier, pénétrait par toutes les portes, par chaque ruelle, et atteignait une fraction de seconde au moins tous les êtres vivants. Merci Nathalie pour cet extrait. Alors si on veut rappeler Agapé, c'est l'amour divin, hein, c'est l'amour, le troisième amour qu'il existe pour ceux qui s'interrogent. Merci beaucoup. On avait aussi parlé d'une œuvre visuelle. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais nous partager, qui te parle beaucoup, qui t'émeut? Oui. Alors, c'est La colonne brisée de Frida Kahlo. C'est l'expression terrible en réalité de la douleur qu'elle a endurée toute sa vie et qu'elle a su en fait mettre en œuvre. Hein. Elle a décidé, elle a peint en fait sa souffrance à travers cette colonne qui est brisée en tout point. Et donc l'histoire de Frida Kahlo, c'est d'abord l'histoire justement d'une jeune fille qui se destine en fait à faire des études de médecine à son époque au Mexique. Hein. Et donc cette jeune fille mexicaine qui est amenée à renoncer à cette voie. Et dans cette œuvre, La colonne brisée, elle se dépeint avec cet axe brisé et corseté. Et pourtant, malgré la douleur de vivre dans un corps brisé, elle ne renoncera jamais à vivre des passions amoureuses, à voyager. Et donc,
cet enfermement corporel ne va pas l'empêcher d'être une femme libérée. Et c'est un vrai manifeste en fait de liberté, celle de son esprit et celle de son âme. Et donc les deux ont réussi à dépasser les limites imposées de ce corps de femme cadenassé. Donc c'est la lecture que j'en ai et qui en tout cas moi me touche. Merci beaucoup Nathalie pour toutes ces ouvertures que tu nous offres. Peut-être as-tu un dernier mot pour compléter cet échange? Là, spontanément, ce qui me vient, c'est merci. Et vraiment, c'est merci. Merci pour ce partage, le plaisir aussi du partage. Voilà, même de te rencontrer. Voilà, je trouve que c'est génial ce que tu fais, que tu concours aussi au bien de l'humanité voilà, en laissant circuler ces informations, toutes ces présences d'abord la tienne que tu offres aussi, et puis celle de tous ceux qui sont d'accord pour être questionnés, donc, et que ça nous aide tous. Donc merci. Merci à toi Nathalie. Je ne ferai rien sans vous de toute façon, mais merci beaucoup. Merci de nous avoir permis en tout cas de découvrir ton univers et apporter tes conseils. Merci vraiment. Aidez-nous à diffuser cette interview à un plus grand nombre de personnes, likez-la et abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee, le lien est en dessous dans la description. Et si vous aussi, vous souhaitez apporter votre témoignage, vraiment, vous êtes les bienvenus. Envoyez-nous un petit mot à contact@bonheur-anonyme, tout ça au pluriel.com. Vous serez vraiment les bienvenus, on a besoin que vous veniez vous exprimer. On se retrouve mardi prochain à 18h pour une nouvelle interview. D'ici là, soyez heureux.